dynamiques ouvertes en interaction et vie psychique. Je vais commencer par expliquer, au moins intuitivement, en donnant quelques éléments, ce que j'entends par dynamiques ouvertes en interaction, évidemment sans rentrer dans les détails. Donc il s'agit d'une théorie à laquelle je me consacre depuis pas mal d'années, à mon rythme. Je suis quelqu'un d'assez lent, en fait. Donc j'ai fait à peu près un tiers du chemin que je considère actuellement comme celui qui me permettrait de dire que cette théorie est entièrement formée. Donc le tiers en question est exposé dans un article d'une 50aine de pages, donc de mathématiques, et dans l'état actuel de cette théorie, donc ce premier tiers, il y a plusieurs étages, disons 3 étages. Le premier étage, c'est donc la définition de ce que j'appelle des dynamiques ouvertes. Le deuxième étage, c'est la définition de l'interaction entre ces dynamiques ouvertes. Et le troisième étage, c'est la production de dynamiques globales résultant de l'interaction entre ces dynamiques ouvertes. Le mot « ouverte » concernant les dynamiques en question signifie simplement qu'elles sont effectivement capables d'entrer en interaction les unes avec les autres. Alors, juste en 2 mots, l'origine de la théorie, c'est que je travaillais sur ce qu'on peut appeler les espaces connectifs, qui sont une notion voisine mais différente des espaces topologiques, domaine dans lequel la notion première est la notion de connectivité. Et je me suis rendu compte, et il y a des raisons mathématiques assez profondes à cela, que d'une certaine façon, la connectivité est fondamentalement de nature dynamique. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis intéressé à ces notions de dynamique. Alors, classiquement, en mathématiques, on connaît généralement 2 sortes de dynamiques, les dynamiques continues et les dynamiques discrètes, mais elles ont pour point commun que par elles se traduisent la composition des durées en composition de transition sur les états des dynamiques. C'est-à-dire que quand vous faites se succéder 2 durées, que ce soit de façon discrète ou de façon continue, les transformations correspondantes des états que connaissent les dynamiques se composent également. Donc ça signifie qu'il va y avoir un aspect fonctoriel dans les dynamiques. En fait, on peut définir les dynamiques comme des foncteurs définis sur quoi j'ai pris sur des petites catégories, ce qui veut dire que, alors, des petites catégories, donc vous savez que dans une catégorie, il y a des objets et il y a des flèches. Donc les flèches d'une telle petite catégorie, que je vais appeler le moteur de la dynamique, vont s'interpréter comme les durées. Et donc les flèches de cette catégorie se composent comme les durées se composent. Par exemple, après 3 mois et après 6 mois, finalement, vous pouvez constater qu'il y a 9 mois qui se sont écoulés. Les durées se sont composées. Mais là, c'est simplement l'addition des durées. Mais dans un système généralisé de durées que représente une petite catégorie, la composition des durées peut être extrêmement variée, pas forcément commutative d'ailleurs. Et donc ça donne, en prenant les petites catégories comme les systèmes de durée des dynamiques, des possibilités infinies de systèmes de durée. Donc vous pouvez avoir des durées qui correspondent à des espaces à plusieurs dimensions, vous pouvez avoir des systèmes continus, des systèmes discrets, vous pouvez avoir des durées qui s'organisent de façon circulaire, etc. etc. Là j'ai parlé des durées. Les instants sont les états de dynamique particulière que j'appelle des horloges, et qui ont ceci de particulier que ce sont des dynamiques déterministes.
Bon, et c'est dire que, de façon générale, les dynamiques que je considère, ne seront pas déterministes. C'est-à-dire qu'étant donné un système, étant donné un état dans lequel se trouve une telle dynamique, au bout d'une certaine durée, la dynamique en question, si elle est non déterministe, pourra se retrouver non pas seulement dans un état déterminé, mais peut se retrouver dans un ensemble d'états possibles, si vous voulez. Donc c'est des dynamiques qui fonctionnent non pas sur une détermination absolue des états par lesquels elle va passer lors de son évolution, mais par des ensembles de possibilités, d'états possibles. Donc il s'agit de dynamiques non déterministes, à temporalité tout à fait variée. Voilà. Donc vous avez une classe comme ça de dynamiques. Et ensuite, pour permettre leurs interactions, les interactions entre les dynamiques, eh bien, l'idée, c'est simplement de faire dépendre ces dynamiques de paramètres qui sont, si vous voulez, les conditions dans lesquelles elles vont évoluer. Et donc voilà pour le premier étage. Donc, dans un premier temps, en tout cas, jusqu'à un certain stade, mais j'y reviendrai, ces dynamiques sont des foncteurs sur des petites catégories et à valeur non pas dans la catégorie des ensembles, ce qui les obligerait à être déterministes, mais à valeur dans des catégories, dans une grosse catégorie, dans lesquelles les flèches ne sont pas simplement des applications, ce qui correspondrait à un fonctionnement déterministe, mais sont des transitions non déterministes. Voilà. Donc des foncteurs. Et en plus, elles dépendent de paramètres pour pouvoir passer à l'étage suivant, qui est celui de l'interaction. L'interaction, pour simplifier, une interaction entre de telles dynamiques. Alors les dynamiques qui rentrent en interaction, elles peuvent être en nombre fini ou infini, elles peuvent être... c'est des ensembles quelconques de dynamiques. Il faut bien comprendre que chacune de ces dynamiques va avoir sa propre temporalité. Vous pouvez considérer l'interaction entre une dynamique à temporalité circulaire, une dynamique à temporalité multidimensionnelle, etc., etc. Donc, ce qui est pour l'essentiel, bon, c'est nettement plus complexe que ça, mais pour l'essentiel, une interaction, c'est une relation multiple entre les comportements des dynamiques, ce que j'appelle leur réalisation, qu'on pourrait appeler aussi leur solution, et les paramètres qui régissent la façon dont elles peuvent évoluer. Donc c'est une relation multiple et à deux étages, d'ailleurs en quelque sorte, il y a le niveau de leur réalisation et le niveau de leurs paramètres. Et donc l'ensemble du système met en jeu les réalisations de tout le monde qui simultanément vont conditionner les paramètres de tous. Donc voilà. Et alors, à ce niveau-là, juste ce qui est intéressant, c'est qu'un aspect intéressant des structures connectives, c'est qu'à toute relation multiple est naturellement associée une structure connective. Par exemple, si vous avez trois dynamiques dont le comportement est régi par une interaction qui dit que, par exemple, que si vous avez des dynamiques à valeur réelle, donc les états sont des nombres réels. Si vous fixez comme contrainte que la somme de ces trois états, parce que vous avez trois dynamiques, doit toujours être constant, vous avez une relation multiple dont la structure sera borroméenne. Donc voilà, ça c'est un exemple. Mais donc il y a une structure connective pour toute interaction, et qui dit structure connective dit un topos associé. Donc déjà, pour toute interaction, vous aurez un certain topos qui sera le topos de la structure connective de l'interaction entre les dynamiques de ce qui va constituer donc ce que je vais appeler une famille de dynamiques ouvertes en interaction. Le troisième niveau, c'est la dynamique globale. Enfin, en réalité, il y a plusieurs dynamiques globales qui peuvent être produites avec une question assez délicate de savoir ce qu'on fait des paramètres. C'est un peu comme, si on garde tous les paramètres, il y en a trop. Si on peut aussi les supprimer tous, on obtient une dynamique globale
qui ne sera plus ouverte. En fait, le but du jeu, c'est que les dynamiques globales produites par l'interaction multiple entre des dynamiques ouvertes, soit elle-même, cette dynamique globale, soit elle-même une dynamique ouverte susceptible d'entrer en interaction avec d'autres dynamiques ouvertes. Bon, y compris, par exemple, avec ses propres dynamiques composantes. Bon, donc c'est une théorie systémique. Bon. Donc là, ce dont je vous ai parlé jusqu'à présent, ça existe dans cet article. Tout ça a été précisément détaillé. C'est une théorie systémique et voilà, c'est déjà un stade intéressant et inspirant. Cela dit, il reste donc beaucoup de chemin à parcourir, à mon sens, pour arriver à quelque chose de vraiment satisfaisant. Donc j'ai évoqué l'existence d'une structure connective au niveau de l'interaction elle-même vue comme relation multiple. Mais ce qui serait intéressant, ça sera de voir comment on peut associer à chaque dynamique participante de l'interaction. Donc les dynamiques, c'est, j'appelle ça des dynamiques, mais on peut appeler ça les participants de l'interaction. Donc chacun de nous sommes des dynamiques, si vous voulez. Bon. Voilà comment on peut voir les dynamiques, des participants. Donc chaque dynamique va avoir une structure connective, sa propre structure connective, qui va dépendre de structures connectives qu'on peut mettre sur la petite catégorie, son système de temporalité qui en est le moteur. Et bon, là, il y a des choses qui sont encore en cours d'élaboration. Et par ailleurs, là où la théorie doit également être modifiée et prolongée, c'est sur ce que j'appelle le problème de la mort. Le problème de la mort, c'est le fait de continuer à fonctionner quand il y a certains participants qui s'arrêtent ou qui disparaissent. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose de très important qu'on constate en permanence, c'est que il y en a qui s'en vont, il y en a qui arrivent, et ça continue quand même, au moins, peut-être pas tout le temps, mais voilà. Donc, en fait, je devrais plus appeler ça le problème de la naissance que le problème de la mort, parce que dans la théorie telle qu'elle existe, au niveau de chaque dynamique, au niveau individuel, c'est pas un problème de s'arrêter, mais par contre, comment on commence, hein, ça c'est plus... Donc, en fait, c'est la question des solutions partielles. Bon, enfin, il y a plusieurs pistes pour faire fonctionner ça. C'est lié aussi au problème philosophique du vaisseau de Thésée, hein, c'est-à-dire vous remplacez successivement chacun des morceaux qui constituent un système, par exemple le bateau de Monsieur Thésée, et à force de l'avoir réparé et d'avoir changé des pièces, eh bien, vous n'avez plus une seule des pièces du début, et pourtant c'est toujours le même bateau. Bon. C'est Jason? Bah oui, enfin, bon, c'est le vaisseau de Thésée. Mais il y a aussi donc le vaisseau de Jason. Qu'est-ce qui se passe quand tu remplaces Thésée par Jason? Eh ben voilà, c'est la même. Bon. Merci. Et donc, voilà, donc exemple de. Donc je m'appuie sur ce qui existe déjà. Donc je vous renvoie à cet article-là. Et donc, des exemples, c'est, je disais, par exemple, un être humain peut être vu comme une dynamique ouverte, et une assemblée d'êtres humains, c'est une famille, hein, une institution, un groupe, une société, avec des êtres humains, des animaux, des objets, des idées. En fait, finalement, une dynamique ouverte, ça peut être à peu près tout et n'importe quoi. Donc nous sommes en interaction les uns avec les autres, mais nous sommes aussi en interaction avec des objets, les chaises, les tables, nous sommes aussi en interaction avec des idées. Donc, vous voyez, c'est une famille de dynamiques ouvertes en interaction, c'est quelque chose d'extrêmement vaste, et finalement on peut voir à peu près tout ça comme ça. Et puis évidemment, chaque être humain, au niveau de son corps, vous avez des organes qui sont en interaction. C'est vraiment une théorie systémique, donc voilà, on peut s'appuyer sur cette théorie-là pour avoir une vision systémique de l'existence, la façon dont on s'y implique et dont on est en interaction avec soi-même, avec les autres, etc. Bon, alors,
puisque ça peut être associé à peu près n'importe quoi, d'autant que je vous rappelle que les systèmes de temporalité sont extrêmement variés hein, pour chacun des composants d'une telle interaction. Assez naturellement, en pensant à ces journées, j'ai pensé à la multiplicité au niveau psychique qui peut constituer un système. Donc, on connaît plus ou moins bien un certain nombre de théories. Peut-être la plus évidente, c'est peut-être la topique ça, moi sur moi. C'est-à-dire, on pourrait voir le ça, le moi, le surmoi comme trois dynamiques ouvertes en interaction. Je n'ai pas de précision là vraiment à vous donner. On pourrait imaginer, le plus simple, ce serait d'imaginer qu'on ait un système de temporalité tout à fait ordinaire, donc linéaire, pour le ça, pour le moi ou le surmoi, mais peut-être des choses tout à fait différentes. En tout cas, il y a cette idée d'une multiplicité psychique, d'instances, donc ce qu'on peut appeler des dynamiques. Et finalement, on peut voir ça pour à peu près tout. Donc imaginaire, réel, symbolique. En plus, c'était un des... donc c'est le premier exemple d'espace connectif auquel je me suis intéressé, l'espace borroméen. Je vous ai dit, les phénomènes connectifs se sont avérés être essentiellement de nature dynamique. Ça veut dire simplement que vous pouvez voir vos trois ronds de ficelle comme trois trajectoires dans l'espace d'un objet qui se déplace dans l'espace en formant ces ronds et concevoir une dynamique, donc simplement des équations, enfin, j'allais dire simplement des équations différentielles, puis je me suis souvenu qu'il ne fallait pas dire ici simplement des équations différentielles, parce que bon, en tout cas, trois mouvements dans l'espace qui vont faire des ronds comme ça, qui s'entrelacent borroméennement, par exemple. Donc là, vous avez un aspect dynamique. Autrement dit, on peut imaginer que la relation entre imaginaire, réel et symbolique soit en fait une interaction entre trois dynamiques ouvertes qui seront, on pourrait appeler imaginaire, réel et symbolique. Et voilà, et puis on peut imaginer appliquer ça à d'autres, voilà, inconscient, préconscient, conscient, ou à d'autres choses. Et en particulier, j'ai pensé, lorsque Patrick Gauthier-Lafaille a fait son exposé hier, à un moment, il a souhaité marquer la différence très forte entre la psychanalyse et toutes sortes de théories qu'on pourrait dire psychologiques, disons entre la psychologie et la psychanalyse. Et donc je vais prendre un exemple du côté de la psychologie, mais en fait j'en sais rien, parce qu'il me semble qu'il y avait un des critères qui était sur la conception du temps. Or là, vous voyez qu'au niveau des conceptions du temps, c'est quand même c'est très, très vaste hein, dans ce que j'évoque là. Et donc il s'agit d'une théorie d'un Américain, ça commence bien, qui s'appelle Richard Schwartz, et donc la théorie en question s'appelle la théorie du système familial interne. Et donc dans cette théorie, donc c'est quelqu'un c'était un psychothérapeute familial. Donc, et puis à un moment, il a fait un virage dans sa pratique, et il a commencé à faire des psychothérapies individuelles. Et il s'est rendu compte qu'en faisant des psychothérapies individuelles, eh bien, les personnes qui venaient à son cabinet venaient assez nombreuses, quoi. Comme quand on dit, dis donc, il y a du monde à l'intérieur. Et donc, en fait, son expérience de la psychothérapie familiale lui a été extrêmement utile en tant que psychothérapeute voilà. Hein, systémique. Oui, alors on peut dire systémique, c'est-à-dire qu'il a commencé à développer une idée de l'existence en chacun de nous, dans notre vie psychique, donc voilà, comme son nom l'indique, de système familial interne. Donc, en chacun de nous, il y a
des parts, des parties, des espèces de personnages, des jeunes, des vieux, des hommes, des personnages masculins, féminins, peut-être d'autres, hein, encore. Enfin, beaucoup. Des chiens, des chats, je ne sais pas. Ça, je ne crois pas qu'il ait parlé de chiens et chats, mais enfin bon, moi, ça ne me choquerait pas. Je veux dire, on a tous toutes sortes de choses en nous. Bon, et alors, donc, voilà, la vie psychique dans la théorie des systèmes familial internes de Richard Schwartz serait finalement l'interaction entre des parties, mais éventuellement très nombreuses, hein. Ça peut être des dizaines, des centaines de personnages en soi. Ce qui est assez intéressant dans ce point de vue, c'est que quand on dit comme ça, j'aime bien dire ça, je trouve ça amusant, de quelqu'un qui est un peu... Ah, mais dis donc, il y a du monde là-dedans. Ça nous fait rire, mais généralement on a tendance à associer l'idée qu'il y a du monde à l'intérieur comme quelque chose qui serait pathologique. Or, l'idée de Richard Schwartz, c'est que absolument tout le monde est habité par ces nombreux personnages, quoi, hein. Voilà, donc ce que permettrait d'ajouter en quelque sorte la théorie que je développe, dont je vous ai parlé au début, c'est l'idée que chacun de ces personnages peut avoir aussi son propre système de temporalité. Donc vous en avez qui répètent à l'infini quelque chose, non pas parce qu'ils sont forcément coincés dans une boucle, mais parce que c'est leur système de temporalité qui est cyclique. Et c'est pas forcément un problème. Bon. D'autant moins qu'il peut entrer en interaction avec d'autres parties qui, elles, fonctionnent de manière totalement différente. Bon. Alors, maintenant, je vais revenir un petit peu sur l'aspect mathématique avec le fait qu'à un moment, j'ai rencontré un problème technique dans l'élaboration de ma théorie. Pour le dire très rapidement, ça ne marchait pas. Et maintenant, je développe un tout petit peu, parce que comme ça ne marchait pas, j'ai cherché pourquoi ça ne marchait pas et comment ça pouvait marcher. Pourquoi ça ne marchait pas? Ça ne marchait pas parce que, en fait, la propriété de fonctorialité qui était dans la définition de chacune des dynamiques composantes, en faisant appel à des systèmes de temporalité aussi variés que des petites catégories quelconques, eh bien, ça avait pour effet la grande diversité des petites catégories. Il y a toutes sortes de, si vous voulez, il y a toutes sortes de catégories qui, vues comme des systèmes de temporalité, ont un côté très bizarroïde, on pourrait dire. Bon. Et du fait de cette grande généralité, la dynamique globale produite par l'interaction des dynamiques composantes, eh bien, s'avérait ne pas être toujours factorielle. Ce qui semblait être la demande minimale, hein, que simplement, comme je disais tout à l'heure, s'il s'écoule une certaine durée puis une autre durée, eh bien, que les transitions d'état correspondantes se composent, quoi. Et donc ça ne marchait pas. Et là, j'ai dû faire un petit peu marche arrière, il a fallu relâcher un petit peu les contraintes, et donc techniquement, la réponse à ce problème, c'est qu'il fallait utiliser un truc qui s'appelle des lax functeurs, et pas des functeurs. Donc voilà, pour moi c'était très intéressant, parce qu'il y a une grande différence entre apprendre dans des livres ou voir entendre dans des exposés de collègues qu'ils s'intéressent aux lax functeurs, c'est une chose, mais dans votre propre cheminement, vous vous rendez compte que vous avez besoin de relaxer un petit peu les contraintes. Et alors ce qui est apparu dans cette relaxation, pour moi ça a été un tournant philosophique fondamental. Alors je vais vous dire pourquoi. Mais je vais peut-être une façon de l'introduire, c'est de revenir à la théorie de Richard Schwartz. Donc, dans un premier temps, il a considéré cette multiplicité à l'œuvre dans la vie psychique individuelle. Et il y a un moment où il a éprouvé le besoin d'introduire parmi toutes ces parts qui sont en nous, une part régulatrice, et qu'il a appelée le soi. Bon. Alors, voilà, maintenant
alors je reviens sur mon problème technique et sur la découverte philosophique qui était associée, c'est que en passant des foncteurs au lax foncteur, ça a totalement changé la possibilité d'interaction avec des dynamiques qui a priori n'avaient strictement aucun intérêt, qui sont les dynamiques pour lesquelles le système de temporalité est réduit à une seule durée, la durée nulle. Et donc là, on pourrait dire que c'est des dynamiques intemporelles, c'est-à-dire qu'il n'y a rien du tout de dynamique là-dedans, c'est juste des trucs qu'on pourrait dire qui ne bougent pas, quoi, des choses figées, des constantes. Et interagir avec quelque chose de cet ordre-là, ça semble n'avoir aucun intérêt. Enfin, c'est-à-dire, il y a une influence possible dans un sens, c'est-à-dire, par exemple, il y a un truc qui bouge pas, qui serait votre destin, qui serait écrit quelque part, et auquel rien ne peut jamais être changé. Tout ce qu'on peut faire, c'est le suivre, sans le savoir, mais enfin, et ça bouge pas. Bon. Donc l'influence d'une dynamique, entre guillemets, intemporelle vers les dynamiques temporelles, ça, c'est envisageable. Mais dans l'autre sens, on ne peut pas influencer l'intemporel, hein, puisque par définition, ça ne bouge pas. Et bien justement, ce que les lax foncteurs, ce que le passage nécessaire, enfin, ce que cette relaxation a introduit, c'est d'une certaine manière la possibilité d'influencer l'intemporel. Très peu, mais malgré tout, il y a une certaine influence dans ce sens-là. De quelle manière? En fait, je vous ai dit, les dynamiques, pour pouvoir être influençables, elles vont dépendre de paramètres. Et là, ce sur quoi on peut jouer dans le cadre d'une dynamique intemporelle, c'est la différence entre le fait de rester dans un état constant, en fait le temps ne s'écoule pas, donc, et le fait que même un tel état constant ne soit pas possible. Et ça, les lax foncteurs permettent de considérer le cas, en quelque sorte, de l'inexistence. Et selon la valeur des paramètres, vous avez des choses qui vont être possibles, qui ne vont jamais bouger, mais qui seront possibles, ou, pour une autre valeur des paramètres, ça sera juste impossible d'exister, en quelque sorte. Bon. Donc cette petite différence, elle change énormément de choses, et elle permet de concevoir l'interaction entre des dynamiques temporelles avec des temporalités extrêmement variées, mais aussi avec des dynamiques intemporelles. Et alors, l'interaction avec elles, ça reste, quand même, on ne peut pas réellement dire qu'on peut les influencer, mais c'est un peu comme par rapport à un miroir. C'est-à-dire que on peut faire toutes sortes de choses devant un miroir. Effectivement, le miroir en lui-même ne change pas. Néanmoins, il y a bien une interaction qui se produit, même si l'interaction, au bout du compte, consiste à vous renvoyer votre image. Bon. Et donc, l'hypothèse que je propose, c'est que ce que Richard Schwartz appelle le soi correspondrait à une dynamique intemporelle. Et donc, c'est là, finalement, ce qu'il y a de commun dans notre expérience à travers le temps, enfin, quel que soit... disons, voilà, ce qu'il y a de commun pour soi entre le soir et le matin, le jour et la nuit, l'enfance et maintenant et plus tard. Bon, évidemment, tout change beaucoup. Peut-être que notre corps est un vaisseau de Thésée où tout a été remplacé, mais il y a cette dimension intemporelle qu'il s'agirait d'associer au soi, mais je vous donne voilà, cette image du miroir, et bon, voilà, je pense que c'est très... on peut le voir de plein de façons, mais surtout on ne peut pas le voir en réalité, puisque c'est juste ce à partir de quoi on peut voir. Donc on ne peut pas le voir. Mais je pense que quand on parle de vide, dans le schéma, ce que j'associe au point générique de l'espace connectif borroméen à 3 points, dans le schéma de René Lève hier, où il y avait cette part d'insaisissable. Voilà, on peut parler de vide, on peut parler de... Bon, le problème, évidemment, c'est que c'est peut-être très différent du moi, le soi. Quand on dit le moi, il y a une espèce d'évidence qu'il s'agit d'un objet, qu'il s'agit de quelque chose qui est construit. Donc c'est pas soi.
C'est pas, je veux dire, on peut le percevoir, on peut y réfléchir, on peut en parler, etc. Mais donc c'est pas soi. Mais le soi, dès qu'on met un mot, évidemment, dès qu'on met un signe, ça, l'objet. Donc ça peut pas être ça. Hein. Mais quand même, je pense que je pointe là dans une direction. Bon. Avec cette part d'inaccessible. Bon, et bien, pour terminer, j'ajouterai une hypothèse supplémentaire qui est qu'à partir du moment où on peut concevoir l'interaction de dynamiques effectivement de tous ordres extrêmement variées, on pourrait se poser la question de comment mettre en relation, donc comment concevoir l'interaction entre des concepts ou ce qu'ils recouvrent aussi variés que, par exemple, les parties dans la théorie de Richard Schwartz, la triade inconscient, préconscient, conscient, la topique ça, moi sur moi, et de prendre tout ça ensemble et de voir comment ça peut interagir. Alors bien sûr, il va y avoir des regroupements, donc ça correspond à ce que j'appelle les points génériques. Il va y avoir des regroupements plus naturels. Par exemple, le ça, le moi, le surmoi forment un petit groupe là-dedans. Hein. Ils ne vont pas se mélanger n'importe comment avec les autres. Mais l'idée qu'on pourrait prendre tout ça ensemble et voir comment ça peut interagir, même s'ils forment un peu des petites communautés. Voilà. Et donc, en fait, il y a l'idée de recouvrement partiel entre ces concepts, et c'est donc je conclurai en disant que c'est une des questions que je me pose sur le développement à venir de cette théorie générale de l'interaction, qui est en fait d'associer un topos à toute famille de dynamiques ouvertes en interaction. Un topos, c'est-à-dire, c'est l'idée de recouvrement. Hein, c'est-à-dire que les dynamiques se recouvrent plus ou moins les unes les autres, et là-dedans, il y a des structures qui émergent naturellement. Voilà. Quand tu parles de recouvrement, moi, ça me fait penser à la compacité. Si tu peux donner un éclairage vers la topologie, et puis j'ai une autre remarque après, je la donne tout de suite. Non, l'interaction, le terme allemand en général, et parfois ça va jusqu'à la réciprocité, ça me convient de moins en moins, c'est le terme de Wechselwirkung que tu as chez Humboldt, chez Kant, etc. Justement, ça va avec l'idée de schématisme pour moi. Et ça suppose effectivement une dynamique, surtout si tu prends le terme au pied de la lettre. Moi je le traduis par pousse au change. Il y a une dynamique du changement qui correspond, à mon avis, à tout ce que tu as développé. Donc effectivement, la connectivité dynamique dont tu parles, elle est là-dedans. Bon, alors aussi en termes de compacité, c'est ma question. Non, la compacité, la compacité a lieu lorsque certains types de recouvrements ont certaines propriétés liées à la finitude. Mais voilà. C'est pas mélanger recouvrement et recouvrement. Si, c'est bien. La compacité s'exprime en termes de recouvrement. C'est une propriété de finitude des recouvrements possibles, mais c'est pas une propriété obligatoire pour les objets qu'on veut considérer. Il y a des objets compacts et d'autres qui ne le sont pas. Non, mais c'est pour ça que je parlais de compacité par compactification par le vide hier aussi. C'est pas très standard. Non, mais quand tu dis compactification par le vide, moi, hier, ça me choque pas, parce que je sais qu'il faut toujours traduire, c'est-à-dire que le vide, c'est le nom que tu donnes à ce qu'un mathématicien va, par exemple, considérer comme un point, par l'exemple que tu avais donné, de compactifier une droite en rajoutant un point à l'infini, qui sera le même d'ailleurs en moins l'infini, en plus l'infini, mais il y a plein de procédés de compactification possibles. Mais l'appel au vide, c'est une façon très intéressante dans un discours de dire quelque chose qui pointe au-delà du discours. Donc c'est de pointer sur l'insaisissable. Donc c'est intéressant, mais
comment dire, ça peut, selon la façon dont on le regarde, c'est peut-être juste un point. Par exemple, c'est le côté ensemble de l'ensemble vide. Si c'est un ensemble, c'est pas rien. Même si à l'intérieur... il n'y a rien. Et la notion de vide, elle peut éventuellement être très riche si on l'identifie à l'objet initial d'une catégorie. Peut-être que c'est pas du tout la même chose que le fait de ce qu'on peut appeler avoir ou pas des éléments, c'est-à-dire que tu as des choses qui n'ont pas d'éléments puis qui sont quand même pas vides. Donc c'est une notion assez riche, subtile et notamment dans ses rapports à l'idée absurde de rien. Mais après, chacun va exprimer ces choses-là avec plein de nuances. Donc, personnellement, je trouve que le vide est formidable, mais qu'il faut il faut complètement se débarrasser de rien. Je voulais, Stéphane, te remercier de ce que tu viens de nous dire. J'espère que ça ne te gêne pas si je te dis que je trouve que c'était un exposé extrêmement clinique, et j'ai envie de dire que c'est exactement ce genre de discours, de questions, de questionnements, de trajets que, personnellement en tant que psychanalyste, mais je ne pense pas être tout seul, j'attends d'un mathématicien. C'est-à-dire que dans ce que tu disais, on a très souvent, j'avais envie de dire « Ah, mais ici, ah, mais ça », tu comprends? C'est-à-dire, il y a vraiment une discussion, mais très longue, je ne sais pas, on va pas la commencer ici du coup, mais qui, à partir de ce que tu as dit, qui, bien sûr, c'est des mathématiques, et sûrement des mathématiques de pointe, mais enfin, je te remercie en tout cas d'avoir fait en sorte que, non seulement on les comprenne, mais ça nous prend vraiment, c'est notre questionnement, il peut tout à fait rentrer dans le tien, et ça, je trouve ça formidable, je te remercie. Donc, je peux signaler que c'est lors d'une discussion avec André Reisman, et Anatole Kelif était là d'ailleurs, il y a quelques années, que moi, initialement, je pensais pour les systèmes de temporalité m'en tenir à ce qu'on appelle des monoïdes. Et puis, André Reisman m'a posé la question, mais pourquoi ne pas utiliser des petites catégories? Donc c'est beaucoup plus général, parce que les monoïdes, c'est simplement des catégories dans lesquelles il y a un seul objet, ce qui signifie que toutes les durées sont toujours composables, alors que dans une petite catégorie, vous allez avoir en quelque sorte des types de temporalité qui restreignent la possibilité de composer les durées. Ça veut dire que vous pouvez fonctionner avec un certain système de durée, et puis à un moment, paf, vous passez en quelque sorte dans un autre monde temporel, et à partir de là, ça sera d'autres types de durées qui pourront effectivement s'exercer. Et donc, lorsqu'André Reisman m'a fait cette suggestion, elle l'a fait aussi à partir de ses propres élaborations qui datent du milieu des années 60, où elle avait considéré des systèmes qui pouvaient effectivement être ce qu'elle appelait des systèmes guidables, donc susceptibles d'être influencés et qui fonctionnaient avec des temporalités données par des petites catégories. La différence, c'est que dans ce que j'ai élaboré, eh bien, les dynamiques ne sont pas déterministes. Et voilà, ça change pas mal de choses. Oui. Il y a un ordre. Oui, c'est pour rester. Oui, oui. J'ai une question et une hypothèse. Plus près de la bouche et à l'horizontale. Je vais l'avaler là. À l'horizontale. Non, à l'horizontale. Ah, comme ça? Ah, d'accord. Oui, la question c'est, est-ce que dans les dynamiques qui sont en action, est-ce qu'il y a des hiérarchies ou est-ce qu'il y a des inclusions? Parce que j'avais l'impression que toutes les dynamiques étaient à plat. Comme dans, par exemple, le conscient, le préconscient, l'inconscient. Tu avais mis ça à plat ou il y avait une hiérarchie? Ça, c'était ma question. Mon hypothèse, c'est que ton instant zéro, là, est-ce que c'est pas simplement la marque qu'il faut un auteur qui s'exprime? C'est-à-dire qu'un auteur cohérent, lorsqu'il s'exprime, lorsqu'il se projette dans sa parole, il n'est pas censé évoluer. Ou alors il y a un hiatus et ça fait une coupure, et tu réintroduis une temporalité.
Quand tu dis l'instant zéro, c'est-à-dire c'est ce que j'appelle les dynamiques intemporelles. Donc, alors, c'est ça, c'est pas seulement l'instant zéro, c'est qu'il n'y a qu'une seule durée qui est la durée nulle. C'est celle-là. C'est ça. D'accord. Alors, la première question est à plat. Oui, d'une certaine façon, ça me fait penser, il y a des gens en philosophie qui ont développé ces dernières années ce qu'ils ont appelé l'ontologie plate. Et alors, ils m'avaient invité à venir parler un truc, et puis j'avais expliqué pourquoi la verticalité était tout à fait importante. Et voilà. Bon, donc, en fait, il n'y a pas d'opposition entre l'horizontal et la verticale. L'une et l'autre se conjuguent. Donc, à plat, en un sens, oui, au sein d'une famille dynamique, toutes les dynamiques qui y participent sont bienvenus et sont a priori sur un pied d'égalité. Mais chaque dynamique participante est potentiellement elle-même le fruit d'une interaction dynamique. Donc l'aspect systémique fait que il y a quand même une construction avec des degrés. Bon. Par ailleurs, l'interaction elle-même présente une structure connective canoniquement associée à l'interaction. Et qui dit structure connective dit hiérarchisation. Il y a en fait, donc c'est la notion d'ordre connectif. Par exemple, si vous considérez un entrelac borroméen, c'est d'ordre 1. Mais si vous considérez l'entrelacement borroméen de 3 entrelacs borroméens, ça vous donne un entrelacement qui a une structure connective d'ordre 2. Et en fait, on peut construire des structures connectives d'ordre ordinal quelconque. Donc il y a de la verticalité. Oui, je voulais interroger le « et » de mathématiques et psychanalyse. Parce qu'effectivement, c'est très stimulant, je pense, pour chaque analyste d'entendre des matheux. Mais il me semble qu'il n'y a que les matheux qui peuvent parler de leur acte, comme il n'y a que les analystes qui peuvent parler de leur acte. Et donc, moi, je suis très stimulé par ce que tu dis, par les collègues mathématiciens. Mais quand, par exemple, tu parles du ça, du moi et du surmoi, je voudrais quand même donner une précision du côté de l'acte. La première précision, c'est que de dire qu'un des enjeux de l'acte, c'est que le moi devienne un trou. On peut le dire autrement. On peut le dire aussi qu'un des enjeux de l'acte, c'est le passage à l'analyste, qui est continuellement dans le trajet d'une analyse, et ce passage à l'analyste, ça passe par une dissolution de la disparité des positions entre l'analysant et l'analyste. Ce qui nous ramène, il me semble, au malentendu, malgré ce qu'il y a de stimulant dans nos échanges, au malentendu de ce stimulant. Et le malentendu, il me semble que ça va se déployer sur les coordonnées intrinsèques de l'acte mathématicien comme écriture, et les coordonnées intrinsèques de l'acte d'analyste comme écriture. Et il me semble que la question de la lettre est centrale. Je suis toujours stupéfait d'entendre comment vos exposés sont stimulés par la concision d'une écriture, et d'une écriture où on entend toutes les lettres. Chaque lettre est phonique et audible. Or, l'écriture, du côté d'une position analytique, c'est une écriture qui est congruente à l'acte analytique. C'est pour ça qu'il y a un devoir éthique pour chaque analyste d'écrire, non pas pour rendre compte de comment je suis analyste, parce que je ne serai jamais analyste, mais pour rendre compte de comment effectivement le vide est fonctionnel. Ce que j'appelle le vide fonctionnel, c'est la fonction de l'agent dans l'acte analytique. D'accord ? Donc il me semble que si on ne part pas de ce malentendu et de ce rapport différent du réel quant à l'écriture du côté mathématique et du côté analytique, je pense qu'on sera uniquement subjugué par le stimulant et on n'entendra pas le malentendu. Bon, en tout cas, l'idée c'est pas d'être subjugué. Hein, et moi, j'apprécie beaucoup cette. Enfin, quand vous dites le moi, enfin, oui, qui dit, oui. Il dit que l'enjeu, c'est que le moi devienne un trou. Que le moi devienne un trou. Oui. Bah, on ne cesse pas d'être un trou. Hein? C'est continu. On ne cesse pas de déconstruire ce que le moi devient. Ah oui. Mais en tout cas, bon, c'est. Disons. Mon hypothèse, c'est que le trou est du côté de l'intemporel. Voilà. Et donc, je ne sais pas si le moi peut devenir un trou, mais en tout cas qu'il reconnaître que peut-être depuis le début il est troué,
Personnellement, donc quand je dis ça, je ne m'exprime pas spécialement en tant que mathématicien. C'est plus... Tu t'exprimes en tant que freudien. Non, je m'exprime en tant que moi troué. Voilà. L'inconscient est intemporel, ça dit exactement ce que tu dis. Voilà, c'est ça. Oui, tu dis quelque chose qui est vrai, sur lequel est fondée notre idée de l'inconscient. Tu as tout à fait raison. Donc disons que à partir de là, c'est juste un sentiment personnel. Voilà. Je trouve que ce trou-là dans le moi, c'est quand même, ça donne, ça permet de respirer, quoi. Voilà. Donc la question n'est pas d'être subjugué, parce que dans subjugué, moi j'entends en fait l'impossibilité d'utiliser ces trucs-là. On peut les prendre, les approcher, essayer de les utiliser, et puis pas en tant que forcément que mathématicien, mais en tant que... Je sais pas, en astronomie, il y a les astronomes amateurs qui jouent un rôle très important. On peut être par moment mathématicien amateur. D'ailleurs, dans certains de vos ateliers, on a beaucoup joué à une époque à faire des Scooby-Doo, à faire des borroméens avec des ronds de ficelle. Pas tout le monde a fait ça, mais il y a pas mal de gens qui ont fait ça, je crois. C'était un type d'activité mathématique. Bon, juste un mot. Ce que je veux dire par subjuguer, c'est que je pense, du côté des analystes, l'effet de jouissance que produit, de stimulation que produit votre discours, fait qu'on ontologise sans doute vos catégories. Et en retour, je me demande si pour vous, les catégories, entre guillemets catégories, le discours analytique ne sont pas aussi ontologisées. Non, c'est juste que c'est le paradoxe de la parole, quoi. C'est que on utilise des mots, mais franchement, j'ai une vague idée de ce que sur moi peut vouloir dire. Moi, c'est pas très clair. Ça, oui, ça va. Bon, sur moi, je pense que ça va assez vite du côté de la multiplicité, le sur moi. En fait, ils sont plusieurs là-dedans. Ils disent pas tous la même chose. Il y a des injonctions contradictoires, paradoxales. Il y a plusieurs autorités en conflit les unes avec les autres, potentiellement. Bon, donc, il vaut mieux en rire. Hein. Mais c'est... Donc, effectivement, il y a une certaine extériorité. Moi, Bon, on passe à... oui, alors je ne sais pas s'il faut parler quand on entend les exposés de Stéphane en complément d'abord. De jouissance, moi je parlerai plutôt de plaisir. J'ai un extraordinaire plaisir à entendre parler de mathématiques, avec la clarté analytique des mathématiques, qui est quand même une exigence de pensée qui est propre aux mathématiciens, mais qui peut donner lieu à quelque chose d'exemplaire. Alors, une remarque et une question. Alors la remarque, c'est j'ai l'impression que Richard Schwartz est passé comme Freud d'une analytique sans investissement narcissique à la question de la formation même du narcissisme, c'est-à-dire de ce qui serait le passage d'un moi, disons, indéterminé à un investissement de ce moi dans un soi, peut-être une projection, ou une construction, ou un événement qui émerge dans le torrent des pulsions et des interdits pulsionnels. Mais bon, ça serait une sorte de moment où il introduit le narcissisme, en fait, dans sa propre pratique thérapeutique, et on regarde une multiplicité de filiations d'intervenants. Alors ma question est la suivante, question naïve. Mais j'ai cru comprendre de la systémique, qui est quand même une théorie ancienne, déjà en mathématiques, depuis les années 60, enfin 50-60, oui. Oui, mais enfin moi je l'identifie à, disons, à Way, à Simon, etc. Bon. Il me semble que tu as fait un truc assez extraordinaire, très séduisant, c'est que tu distribues les systèmes sur une multiplicité de dynamiques systémiques qui s'entrecroisent et se rassemblent ou se conjoignent. Alors, bon, c'est une question naïve, mais j'ai l'impression que pour qu'un système tienne, alors c'est là ma question, est-ce qu'il ne faut pas un point de clôture? C'est-à-dire qu'un système n'est pas infiniment ouvert. Si poser un système infiniment ouvert, c'est possible, mais ça me semble une très abstrait. Moi, j'ai plutôt le sentiment et ce qu'on retrouve dans les catégories, c'est la catégorie d'une délimitation locale. Et là, tu poses des systèmes qui sont tous dynamiques et tous interconnectés et tous en interaction, mais qui ne sont jamais en point de clôture. Alors, est-ce qu'il y a de la clôture dans un système? Pour toi, moi, je pense naïvement et intuitivement qu'un système ne peut se penser sans une délimitation en clôture qui fait qu'il n'est pas infiniment ouvert. C'est en option. Donc effectivement, c'est
disons, quelle est la dynamique globale produite par une interaction? En fait, je pensais à... Vous savez, dans les gadgets de PIF, il y avait des trucs en plastoc et il fallait ébarber. Voilà, avec une lime. Bon, des trucs qui dépassent. Bon. Et quand on produit une dynamique globale, il y a des paramètres qui dépassent, en quelque sorte, et qu'on peut ébarber. Si on ébarbe tous les paramètres qui dépassent, ce qu'on obtient, c'est ce qu'on pourrait appeler une dynamique fermée, c'est-à-dire qui est intéressante en elle-même, mais qu'on ne va pas considérer comme entrant en interaction avec d'autres dynamiques. Donc je ne sais pas si quand tu parles de clôture, ça correspond à ça, mais en tout cas, c'est une option possible. Cela dit, l'interaction, elle peut se faire aussi avec des parties de soi, on pourrait dire. C'est-à-dire, ça rejoint la question sur l'aplatissement, enfin, c'est-à-dire que une dynamique globale peut interagir avec des dynamiques qui sont ses propres composantes aussi. Il y a plein de façons d'être ouvert. Voilà. Mais en tout cas, il y a cette possibilité-là, effectivement, donc la pensée systémique, effectivement, elle est assez ancienne en réalité. Je pense que si on cherche dans l'histoire, on va se rendre compte qu'en fait il y a une préhistoire, et on va approfondir la préhistoire, et on va se rendre compte que la pensée systémique, elle remonte sûrement à très loin. Mais d'une certaine manière, dans le point de vue systémique lui-même, il y a peut-être l'absence de ce que tu appelles clôture. Ça reste en option. Moi, il me semble. Voilà, je vois ça comme ça. Bon, Florian Mignon. Oui, je voulais juste me rappeler de l'exposé que tu avais fait il y a, je sais pas, 2 ans ou 3 ans, en parlant de ces dynamiques interactives, à partir du livre qui venait de paraître avec Cronon, enfin. Ah. Et donc, tu avais appelé, je crois, ces dynamiques futur-passé. Tu avais parlé de la dynamique intemporelle et aussi de cette dynamique globale dont tu disais que son moteur et son horloge étaient celle de la dynamique du passé. Bon. Et bref, c'est pour essayer que tu puisses prolonger ta pensée entre ce que tu appelles cette dynamique globale finalement engendrée par les trois autres, et quel est son rapport à cette dynamique intemporelle, à cette durée nulle qui semble, dans laquelle semble s'originer le processus en quelque sorte. Voilà. Et la deuxième question, c'était, peut-être ça rejoint la question de la fermeture d'Emmanuel, c'est la question de l'irréversibilité. Où se trouve la notion d'irréversibilité? Donc la réversibilité et l'irréversibilité, ça se trouve en partie déjà dans le système de temporalité considéré. C'est-à-dire que si on prend une catégorie dans laquelle tous les morphismes sont inversibles, par exemple un groupe, c'est-à-dire les flèches inversibles sont des flèches pour lesquelles il existe une flèche dans l'autre sens, telle que la composition avec la première produise d'un côté ou de l'autre l'identité des objets. Bon, donc si on utilise des systèmes de temporalité de ce genre, les dynamiques, en tout cas tant qu'elles sont fonctorielles, alors pas forcément l'axe fonctoriel, mais tant qu'elles sont fonctorielles, les dynamiques seront forcément réversibles. Par contre, dans le cas général, effectivement, il n'y a pas de réversibilité, et d'une certaine façon, d'autant moins que ici, je considère des dynamiques qui, en général, mis à part celles que j'appelle les horloges, mais qui en général sont indéterministes. Donc, effectivement, alors c'est pas de l'irréversibilité, comment dire. Si on a une conception vraiment du temps à la Bergson, avec une sorte de créativité, de la nouveauté absolue qu'apporte un acte créatif, c'est comment dire, le mathématicien, je sais pas, peut-être qu'on pourra en reparler avec René Guittard, mais le mathématicien se trouve un peu en porte-à-faux dans la mesure où il propose des espaces de pensée, de réflexion et de calcul qui, d'une certaine manière, présupposent
l'existence de ce qui va apparaître de tout à fait neuf. Donc il y a une espèce de paradoxe là, c'est-à-dire comment avoir un langage régulier pointant sur de la nouveauté absolue. Et c'est vrai que dans l'idée d'irréversibilité, il y a aussi cette idée de... Bon, mais ça n'empêche pas, par exemple, de parler d'imprévisible comme étant ce qui peut résulter, disons, d'un choix parmi même une infinité de possibilités, éventuellement. Bon. Voilà. Alors, sur la question de Cronon, qui était un livre que j'avais écrit avec un philosophe qui s'appelle Pierre-Michel Klein, donc, qui est un élève de Jankélévitch, et qui a élaboré une métaphysique, une théorie philosophique du temps. Donc, quand je l'ai rencontré, je suis parti de l'idée, bon, j'ai une espèce de conviction que toute théorie philosophique est susceptible d'être modélisée mathématiquement. Bon. Et donc, l'idée, quand il m'a exposé sa théorie, c'est de dire, ben tiens, je pourrais essayer d'utiliser ma théorie de l'interaction pour proposer un modèle qui sera forcément imparfait, et effectivement il est très imparfait, celui qui est exposé dans ce livre-là, Cronon, mais il s'agit de sa théorie à lui, pas de la mienne, mais j'en ai proposé un modèle mathématique. Et dans ce qui est apparu, c'est que ce qu'il désigne par non, c'est moi qui, lui, utilisais la lettre hébraïque Vav, qui joue en hébreu un rôle de transformation entre le passé et le futur. Bon. Et donc c'est le pivot de sa théorie qui remplace en quelque sorte un présent qui pour lui n'existe pas vraiment, mais qui est plutôt de l'ordre de l'intemporel, justement, et qui permet un basculement entre le futur et le passé. Et donc j'ai utilisé deux autres lettres hébraïques, le He et le Yod, pour les associer respectivement à ce qui, dans ma modélisation de sa théorie, sont devenus une dynamique du passé et une dynamique du futur, et j'ai essayé de préciser comment alors ça donne mathématiquement ça donne des trucs rigolos, bon, enfin rigolos ou pas d'ailleurs, ça dépend comment on voit les choses, mais finalement j'ai obtenu ce truc qui colle pas exactement à sa théorie. C'est pas parfait, c'est un modèle, soit dit en passant, cette notion de modèle, elle me paraît extrêmement intéressante. Je crois avoir entendu dire que Lacan récusait d'une certaine manière l'idée de modèle. Par exemple, l'IRS, c'est pas un modèle. Moi, je pense que si on dit c'est pas des modèles, ben c'est pas clair ce que c'est, et d'une certaine manière ça empêche de progresser dans la réflexion. Il vaut mieux dire que c'est des modèles, c'est plus modeste, parce que ça veut dire que ça peut être amélioré, ça peut être, c'est pas exactement ça. Bon, alors ce qui était très drôle, c'est que en fait, comme je codais en LaTeX, donc dans le codage pour avoir un texte, une typographie mathématique correcte, les trois lettres du Yod, du He et du Vav se codaient par un W, un H et un Y, ce qui a fait apparaître de gauche à droite le mot Y, alors que de droite à gauche en hébreu, ça donnait les trois premières lettres du tétragramme, enfin qu'on prononce pas, mais il y avait quand même les trois lettres, donc voilà, donc c'était assez amusant. Alors, selon le côté duquel vous le prenez, ça reste essentiellement une question. Oui, j'aurais trois questions. La première, c'est aussi venu plusieurs fois que les dynamiques, ils sont indéterminé, mais entre la naissance et la mort, entre le venir et le partir, et entre la dégradation et la réparation, il y a quand même une détermination. Et la deuxième question, ça commence à s'éclaircir entre le soi, le moi, le surmoi. Je me demande où est la volonté, où est le jeu, où est-ce qu'on peut tout réduire à cette notion mystérieuse qui est le sujet. Et donc, comme
le moi, le surmoi, le je, le soi, on compte tout ça, on dit le sujet, la volonté ne pose plus de problème. Et la troisième question, est-ce qu'une dynamique peut aller jusqu'à la ségrégation, c'est-à-dire qu'il reste des antagonismes irréductibles l'un sur l'autre qui n'arrivent plus à interagir? Alors, sur la première question, l'idée n'est pas de dire qu'il n'y a aucune détermination. D'ailleurs, je parle des horloges qui sont des dynamiques extrêmement importantes parce que sans les horloges, on ne peut pas interagir, parce qu'on ne peut pas se donner de rendez-vous. Donc les horloges sont des dynamiques déterministes, donc le déterminisme joue un rôle considérable. Par ailleurs, détermination entre la naissance et la mort, ce qui semble assez clair, c'est que nous sommes destinés à ne pas vivre éternellement, enfin à mourir. C'est ça, Léonore. Mais la date n'est pas précisée dans le contrat de départ, à ma connaissance. Donc il y a de l'indétermination, il y a des déterminismes et il y a de l'indétermination. Et c'est pas du tout contradictoire. Et donc il y a de l'interaction entre des dynamiques déterministes et des dynamiques plus ou moins déterminées. C'est-à-dire que l'erreur serait de penser que s'il y a de l'indéterminisme, ça va être absolument n'importe quoi. Évidemment, il y a une couche qu'on pourrait rajouter, je ne l'ai pas mentionné au début, c'est les probabilités. Moi, je me situe uniquement au niveau du fait qu'il y a plusieurs possibilités. Et je ne vais pas regarder comment mettre des mesures là-dessus. Bon. Donc ça, c'est sur la première chose. La deuxième, c'était sur la volonté. Alors ça, c'est un thème vraiment extraordinaire. Donc je vais pas répondre à ça. Je dirais juste un mot historique à ce sujet, c'est qu'il me semble que chez le Conatus de Spinoza occupe une place. Il est entre Descartes et Newton, chronologiquement. Et conceptuellement, le conatus de Spinoza, c'est donc l'effort de persévérer dans son être, est quelque part entre une notion antérieure d'impetus et la notion d'inertie. Et alors c'est très curieux, parce que l'inertie, c'est le contraire de la volonté. Mais le conatus de Spinoza et l'impetus qui précède l'inertie newtonienne qui est élaborée à partir de Galilée et de Descartes, ça tient à la fois de l'un et de l'autre, c'est-à-dire ça tient à la fois du désir et de l'inertie. C'est très curieux. Moi, je suis très intrigué par cette notion de volonté et j'aurais peut-être des choses à dire là-dessus un jour, mais donc c'est un grand défi, je trouve, de réfléchir à la volonté. Et la dernière chose, c'était... Ah oui, il y a une opération mathématique qui existe dans beaucoup de catégories et qui prend notamment la forme de ce qu'on appelle l'union disjointe, c'est-à-dire au minimum, vous voyez, quand il y a des participants qui n'auraient strictement rien en commun, ben au minimum, ils ont ça en commun, de n'avoir rien en commun. Donc au minimum, on peut prendre l'union disjointe. Après, on peut voir s'il commence à y avoir malgré tout des rapprochements possibles, des recollements possibles. Mais j'aime beaucoup cet oxymore de l'union disjointe, et je trouve que c'est un point de départ qu'on peut toujours considérer, quoi. René Guittard. Oui, bonjour. Alors, j'ai une question un peu plus mathématique. Tu nous as parlé effectivement d'interaction entre les différents moi, sur moi, différents termes, disons, et de la description de ces interactions, en gros comme action de catégorie, si j'ai à peu près compris. Et tu as rapporté ça donc à ce moment-là, disons au topos, comme horizon de complétude de ce genre de démarche. Alors on a déjà un peu discuté de ça hier, le fait que c'est un horizon merveilleux, j'en suis d'accord, mais le travail de modélisation, ou de modelage plutôt, je préfère le terme de modelage, du psychanalyste, il est structuré par le temps de la séance, par le fait de le faire. Et c'est ce temps-là qui fait que l'horizon va fonctionner comme
magique pour transiter dans ce temps des choses qui ne peuvent passer que par l'horizon. Mais ça, c'est un premier point. Et le point par rapport à ton exposé, que j'ai trouvé très, très éclairant, c'est le point sur les lacs centreurs. Et en effet, à ce moment-là, si on tient à avoir un horizon, l'horizon n'est plus celui des topos, mais celui des deux topos. Hein, on est d'accord. Bon, donc, on pourrait d'ailleurs continuer, parce qu'on est en train de monter dans les dimensions, on pourrait, de manière générale, parler d'homotopie au sens de Grothendieck, c'est-à-dire monter dans les complétions homotopiques, Hélène et compagnie. Alors, ma question c'est, est-ce que tu te dirigerais par là, dans ta modélisation des systèmes? Parce que, déjà, quand on est au niveau 2, c'est-à-dire au niveau, on va dire niveau 2 topos, au niveau lac frontière, on a déjà une possibilité de faire, dans ce contexte, une très bonne théorie des automates et des programmes. Possibilité qu'on n'a pas au niveau 1. Voilà. Alors, ma pente naturelle, c'est de freiner au maximum dans cette direction. Je ne monte, enfin, appelons ça une montée, je ne monte vers les catégories d'ordre supérieur que contraint et forcé. Voilà. Et à ce moment-là, pour moi, ça devient intéressant. Donc, c'est pas du tout une fermeture par rapport à ce genre de perspective, c'est juste que, voilà, de la même façon que les lacs foncteurs sont apparus parce que j'ai pas pu faire autrement. Soit dit en passant, les deux flèches à ce moment-là, c'est une relation d'ordre concernant la puissance, la force des contraintes. C'est ça qu'expriment les deux flèches. Bon, c'est peu importe, c'est une remarque comme ça. Et donc, bon voilà, je pense que j'ai répondu sur l'essentiel. Et si, une petite précision, c'est que sur la discussion commencée entreprise hier à propos des topos et le fait que voilà, justement, qu'il y a plusieurs sites totalement différents qui donnent le même topos. Moi, là, quand je parle de la perspective d'associer un topos à toute famille de dynamiques ouvertes, à vrai dire, ce qui m'intéresse d'abord et avant tout, c'est les questions de recouvrement entre les dynamiques. Donc c'est au niveau du site. Après, c'est pas le topos en lui-même qui me... Voilà. Oui, je voudrais intervenir là-dessus, sur ce point-là. Cet adage que tu connais peut-être, le présent est un instant qui a de la chance. C'est la phobie dans la conjugaison du verbe être, de ne pas dire être le verbe être. Je suis. Ce que tu dis sur le futur va, etc., ça m'intéresse beaucoup, parce que cette phrase qui vient d'un rabbin de Lituanie du siècle du 19e, je ne sais plus son nom, le présent est un instant qui a de la chance, ça évoque finalement un... Voilà, Braslav, exactement. Nachman. Non, c'est... Oui, c'est Rabbi Nachman de Braslav. Non, c'est un autre. Ah, alors c'est un autre. Voilà. Mais peu importe, c'est magnifique de cette phrase, et je voudrais savoir comment tu te l'injectes par rapport à tes enjeux, par rapport à tout comme au mien, et ce qu'a dit sur la question de l'articulation avec le et psychanalyse et mathématiques et psychanalyse, c'est la question justement de la phobie. Et au sens vraiment du modèle, pas du tout de ce que Freud représente pour moi, c'est-à-dire il fallait, par exemple dans l'esquisse, remplir tous les vides, surtout qu'il n'y ait que du plein. Et alors, comment la dimension, et la phobie n'a pas de structure justement en tant que clinique, elle fait lien, carrefour avec psychose, névrose, hystérie, etc. C'est ça le problème d'ailleurs, et que le phobique a besoin d'être protégé tout le temps, et même il va se faire hospitaliser à vie, hein, pour être enfermé, hein, être clôturé. Alors comment justement cette connectivité du phobique, pour dire les choses un petit peu comme ça, si je comprends les choses maintenant, c'est-à-dire comment ce modèle-là, qu'est-ce qu'il en est de la perte dans les mathématiques, voilà. Si la psychanalyse est gérée par cette dimension de la perte, et Freud a tourné autour, il a pu. Bon, et donc je voudrais savoir ce que tu penses. Bon, et on est dans l'affaire. C'est beaucoup trop vaste pour moi. Mon moi à moi serait-il totalement troué? La question est quand même un peu trop vaste. Mais juste une chose que je peux dire par rapport au tout début de ta remarque, c'est que pour ma part, je serais parti de l'instant, et pas des durées. Mais c'est mathématiquement, pour pouvoir élaborer le truc, les durées se sont
présenté comme plus fondamental que l'instant. L'instant vient après. Mais dans le travail avec Pierre-Michel Klein, comme lui a mis au centre, d'une certaine manière, l'instant, un instant qu'on pourrait dire troué, ça a obligé, pour proposer le modèle, à incorporer les durées dans une vaste structure de l'instant. C'est un peu ça qui s'est Encore une dernière question. Oui, je lui dirai après. Techniquement, je voudrais rappeler que chez Spinoza, la théorie de la volonté, il la démolit parce qu'elle est cartésienne et que le conatus n'est pas une théorie de la volonté. Mais bon, c'est vraiment, d'ailleurs, on ne peut pas déconner, mais c'est le début du livre 3, etc., très précisément. Non, mais on est d'accord. Les passions, oui. il dit la volonté, ça ne tient pas. C'est un aveuglement. Hein, oui, mais oui, tu as absolument raison. Il n'y a absolument pas de libre arbitre chez Spinoza. Il n'y a aucun libre arbitre chez Spinoza. Et la théorie de Spinoza est une théorie de la liberté. Donc c'est dans ce paradoxe-là. Ben oui. Donc, et justement, dans ce paradoxe-là, le conatus joue un rôle central. Bon. Je voulais juste te remercier pour ton exposé, parce que je trouve que c'est très éclairant pour penser le lien social entre analystes, dynamique ouverte en interaction. Je pense que tu pourrais apporter des éléments intéressants pour penser une nouvelle façon d'aborder l'assertion de certitude anticipée avec le paradoxe des trois prisonniers. Parce qu'il s'agit de savoir qui s'en sort dans cette affaire et comment on s'en sort collectivement. Et je crois que une dynamique ouverte en interaction permet, si on en fait un modèle pour la collectivité analytique, de savoir si aujourd'hui les psychanalystes peuvent s'en sortir collectivement. En tout cas, grâce à René Lève, il y a quand même ça circule. C'est pas le seul. Bon, on reprend à 14h, s'il vous plaît.